Le 16 mars 2001, suite à un procès ultra médiatisé, le rappeur Diddy est acquitté de toutes les accusations qui pèsent alors contre lui. Autant vous dire que c'est plus qu'un soulagement pour lui, puisqu'il risquait jusqu'à 15 ans de prison. Mais au moment où il s'adresse à la presse pour célébrer sa victoire, certains journalistes l'interpellent au sujet d'un de ses co-accusés. Ils n'auront jamais de réponse. Thank you for your prayers. You're giving me support. It's very emotional. Right now, I just want to go and be with my kids. What about Shine, Mr. Combs? I'm just grateful. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Le Shine en question, c'est un jeune rappeur signé sur le label de Diddy qui vient d'être condamné à 10 ans de prison pour la même affaire. Sauf que, durant leur procès, il se passe plein de choses bizarres. Des témoins qui changent de version, des soupçons de conflit d'intérêts chez certains avocats, des tentatives d'acheter des témoins. Et pour beaucoup, Shine a été sacrifié par Diddy pour se sauver. Le truc c'est que ils sont censés être amis. À cette époque-là, Shine c'est le protégé de Diddy. Jamais il aurait pu lui faire ça. À moins que cet autre rappeur, lui aussi anciennement signé sur le label de Diddy, n'ait raison. It's easy to mistake Puff as a friend. Then when you need him, you're gonna realize he's not the same person that you thought he was, right? Ça n'empêche que depuis, le vent a sacrément tourné. Actuellement, Diddy est en prison accusé de tout un tas de choses absolument terrifiantes, alors que Shine, lui, il a réussi une des reconversions les plus inspirantes et les plus stylées de l'histoire du rap. Comment la supposée trahison de Diddy a-t-elle fait basculer la vie de Shine pour le pire, mais aussi le meilleur? Pour comprendre tout ça, on doit d'abord revenir sur la relation qui lie Diddy et Shine, et pour ça, on n'a pas d'autre choix. Retour en arrière. Yes. 2 petites secondes, je suis en train de régler ma montre Holzkern pour qu'on se téléporte à la bonne époque. SO Holzkern, le partenaire qui m'accompagne sur cette vidéo. Holzkern, c'est une marque autrichienne de montres et de bijoux pour hommes et femmes, mais pour que le drip soit unique, ils fabriquent leurs produits à partir de matériaux naturels comme des bois nobles, du marbre, des pierres précieuses. Bien évidemment, on pense à la planète, donc je vous rassure, le bois qu'ils utilisent pour leurs produits est certifié FSC, un label international engagé contre la déforestation. Et ça, c'est trop bien parce que quand je suis pas en train d'écouter du rap ou de monter une vidéo, je passe la plupart de mon temps libre à câliner des arbres. En plus de ça, les produits Holzkern sont fabriqués en petite quantité, ce qui permet de garantir leur qualité, histoire que les bijoux durent dans le temps. Comme vous le savez, les fêtes de Noël arrivent fort sur nous, et sur ma liste au Père Noël, à la première place, on retrouve forcément un appareil à raclette. Mais en deuxième position, j'ai juré, c'est une montre Holzkern, parce que, comme vous avez pu le remarquer à ma fréquence de publication sur YouTube, la gestion du temps et moi, c'est pas trop ça, et je pense pas être le seul. Est-ce qu'on serait pas aussi sur le cadeau de Noël idéal pour tes proches ou toi? Je pose ça là. D'autant plus qu'en ce moment, avec le code CASTOR, tu peux bénéficier de moins 15% de réduction sur tout le site, sachant que si tu commandes avant le 20 décembre, ils te livreront à temps pour que ça puisse être au pied du sapin le jour de Noël. Donc si tu souhaites faire plaisir à tes proches ou toi-même pour les fêtes tout en soutenant mon taf, le lien se trouve dans la description. Ok, notre histoire commence au Belize, un petit pays d'Amérique centrale. C'est là-bas que grandit Shine jusqu'à ses 9 ans, avant de s'envoler avec sa mère pour les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Son daron, lui, ne fait malheureusement pas partie du tableau, parce que c'est un homme politique bélizien marié à une autre femme et qu'il refuse de reconnaître Shine comme étant son enfant. I was a bastard child. We had my mom's up and that was it. And just told her to find her way. Bref, on est en plein milieu des années 80. Shine et sa mère s'installent dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. Sauf que bon, le rêve américain, tout ça, en vrai, c'est pas si évident que ça. Même si sa mère trouve rapidement du travail en tant que femme de ménage, elle galère de fou niveau argent. Ils vivent tous les deux dans un appartement minuscule, Shine dort sur le canapé, et à cette époque-là, Brooklyn, comme une grande partie de New York, est touchée de plein fouet par l'épidémie du crack. Autrement dit, quand Shine n'est encore qu'un enfant et qui joue avec ses potes dans la rue, il croise souvent des toxicomanes défoncés prêts à tout pour toper leur prochaine dose, ou bien des dealers armés prêts à tuer pour défendre leur territoire. Ouais, l'ambiance dans le quartier, elle est vraiment pas folle. Et pendant son adolescence, Shine rejoint lui aussi le côté obscur de la force, à base de vols, agressions, trafic de drogue. Mais à l'âge de 17 ans, il va se passer un truc qui va le stopper net dans ses activités illégales. Il se retrouve face à face avec le canon d'un fusil à pompe.
I ran into the guys that I had problems with. We just started going at it again. And that's when, I got shot. Had the gun not been so powerful that it shifted, that would have been it for me. Un événement qui va marquer un véritable tournant dans sa vie, puisque quand sa mère l'apprend, elle s'effondre littéralement devant lui. Son seul enfant vient d'échapper de justesse à la mort, c'est juste trop pour elle. C'est trop. Et Shyne, le fait de voir sa mère dans cet état à cause de ses conneries, ça lui fait un déclic. À partir de maintenant, il va tout faire pour qu'elle n'ait plus à s'inquiéter de lui. Du coup, dans la foulée, il obtient l'équivalent du baccalauréat, il se lance dans des études d'informatique, il trouve un taf de coursier à vélo, et en parallèle de tout ça, il se met aussi à rapper. Sauf que, il se met pas à rapper comme ça juste pour le délire, comme ton pote qui lâche des freestyles claqués en soirée. Non, ça devient une véritable obsession. Il réfléchit à ses rimes sur son vélo, il rappe devant qui veut l'entendre, il essaie de connecter avec des gens de l'industrie musicale, et ça marche. Étant donné que très rapidement, il est repéré par plusieurs producteurs qui voient en lui énormément de potentiel, à tel point qu'à un moment, les labels se l'arrachent. Shyne reçoit des propositions à 2 millions, 3 millions, jusqu'à 4 millions de dollars. Pour rappel, à ce stade, il a encore jamais sorti de chanson, mais c'est pas grave, parce que tous ceux qui ont l'occasion de l'écouter rapper sont convaincus qu'ils ont affaire à une future superstar. D'ailleurs, parmi les gens qui suivent de très près le dossier Shyne, il y a bien évidemment Diddy, le fondateur du label Bad Boy Records, et pour beaucoup, c'est une évidence, Shyne doit signer chez lui. I think Puff was bringing the rest of the package. Rap talent is one thing. Wrapping it up and saying, okay, this is what you'll look like, this is what the video will look like, he was very good at. They were made for each other. Everybody wanted him. But I knew the best person for him was Puff. En 1998, Shyne finit donc par signer chez Bad Boy pour 2 millions de dollars, et la transition pour lui, elle est juste folle. Il y a encore quelques semaines, il dormait toujours sur le canapé chez sa mère. Maintenant, il roule en voiture de luxe, il a 2 appartements à New York et Los Angeles, et il traîne avec un des producteurs les plus influents du moment dans le milieu de la musique. Parce que oui, quand Shyne rejoint Bad Boy Records, il devient le nouveau protégé Diddy qui l'emmène avec lui absolument partout. Studio, soirées, concerts. Grâce à ça, Shyne découvre les rouages de l'industrie musicale et il fait aussi ses premières apparitions sur les projets d'autres artistes du label. If I start from scratch, I sign the Def Jam. Nah, fuck am I saying? Puff's the best man. If you can start your life from scratch, rewind time and still go back. I bust 6 out the roof for my Bentley coupe. Headshots, so motherfuckers can't regroup. Hardest to do it, nigga, since Nicholas Bomb. Popping and chopping until the day that I'm gone. Bon, à ce stade-là, la suite de sa carrière semble toute tracée. Surtout que maintenant, avec l'appui de Diddy qui visiblement met tout en œuvre pour faire de lui une superstar, je vois pas bien comment ça pourrait mal tourner. Et pourtant, malheureusement pour Shyne, ça va bien plus que mal tourner. Dans la nuit du 27 décembre 1999, Shyne, Diddy et sa copine de l'époque Jennifer Lopez, ainsi qu'un de leurs gardes du corps surnommé Wolf, sont en soirée dans une boîte à New York. Le club est bondé, ça discute, ça danse, ça rigole, l'ambiance est archi bon délire. Shyne, lui, il est dans un bête d'état d'esprit, puisqu'à cette période, il est en train de finaliser son premier album qui doit sortir l'année suivante. Sauf que, il y a quand même quelque chose d'inhabituel chez lui ce soir-là, il est armé. Il est armé parce que, un mois plus tôt, il s'est fait tirer dessus devant chez Diddy. There was that incident that happened, which, resulted in shooting. After that happened, that's when I started carrying a weapon. Bref, la soirée se passe jusqu'au moment où leur petit groupe s'apprête à quitter le club vers 2h30 du matin. Malheureusement, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé par la suite. Il y a un nombre incalculable de versions différentes qui ont circulé, mais le consensus raconte qu'en traversant la foule, Diddy bouscule accidentellement un mec qui, du coup, renverse sa coupe de champagne. Sauf que le mec en question, c'est pas n'importe qui. Il s'agit de Matthew Allen, plus connu dans la rue sous le nom de Scar. Alors oui, il a le même blaze que le méchant dans le Roi Lion. Dit comme ça, c'est pas forcément méga intimidant. Mais ce gars-là, c'est un membre de gang qui traîne déjà une sale réputation. Kidnapping, vol, agression, etc.
En plus de ça, il est accompagné par plusieurs autres mecs de la même trempe que lui, et il se trouve que certains d'entre eux, notamment Scar, sont originaires de Brooklyn, donc Shyne les connaît bien et il sait pertinemment de quoi ils sont capables. Voilà, s'il y a bien un groupe avec qui il fallait éviter de s'embrouiller cette nuit-là, c'était eux. Dans la foulée, un des mecs de leur équipe pousse Didi. Didi leur rétorque « Vous savez qui je suis ?» Suite à quoi, Scar et Segal lui jettent une liasse de billets au visage en répondant « Nous aussi on a de l'argent ». One of the guys that was with Scar slapped him in the face with a wad of money. And money was raining through the sky. It was just craziness. People scurrying for money, trying to catch money out of the sky, and that melee was still taking place. L'ambiance dans le club est maintenant électrique, leur embrouille est clairement en train de dégénérer, à tel point que certains sortent des armes. Plusieurs coups de feu sont tirés, alors que la foule en panique se disperse. À l'intérieur de la boîte, il y a 3 blessés par balle, c'est le chaos total, et Didi, Jennifer Lopez et Wolf en profitent pour prendre la fuite. Une fois montés dans la voiture qui les attendait devant, Didi ordonne à son chauffeur d'enfoncer la pédale d'accélérateur et de ne s'arrêter sous aucun prétexte. Du coup, le chauffeur s'exécute et crame une dizaine de feux rouges d'affilée avant d'être pris en chasse par 2 véhicules de police qui les arrêteront quelques rues plus loin. À l'intérieur de leur voiture, une arme à feu est retrouvée, mais bien évidemment, aucun des occupants ne sait à qui elle appartient et comment elle s'est retrouvée là. De son côté, Shyne, lui, il est arrêté à la sortie du club avec son arme sur lui. Et le premier truc auquel il pense, c'est la réaction de sa mère quand elle va la prendre. My man came tapping on my door and said, Jamal is in some problems. That was the end of my world. Bilan de cette soirée cauchemardesque. 3 personnes sont blessées, dont une grièvement parce qu'elle a été touchée au visage. Suite à la fusillade, Shyne est inculpé pour tentative de meurtre, agression avec arme à feu, mise en danger de la vie d'autrui et port d'armes illégales. Didi et Wolf, eux, sont poursuivis pour port d'armes illégales et subornation de témoins, parce qu'ils auraient apparemment tenté de soudoyer le chauffeur pour qu'il dise que l'arme retrouvée dans la voiture lui appartenait. Bon, clairement la situation dans laquelle ils sont tous les 3, elle est giga bourbier. Les accusations qui pèsent contre eux sont graves. Sauf que, pour rappel à cette époque-là déjà, Didi est quelqu'un d'extrêmement puissant. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils vont s'entourer des meilleurs avocats possibles, et en vrai, il y a moyen qu'ils réussissent tous à s'en sortir. Enfin, ça, c'est ce que Shyne croyait. Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça va se dérouler. Dans les jours qui suivent leur arrestation, ils sont tous les 3 libérés sous caution en attendant leur jugement. Et comme l'affaire concerne des célébrités, elle est ultra médiatisée. Du coup, très rapidement, Didi donne une conférence de presse durant laquelle il affirme que tout ce qui circule sur lui au sujet de cette nuit-là est faux. Didi n'a jamais eu d'arme à feu, Didi ne s'est jamais embrouillé avec personne, Didi n'a jamais demandé à son chauffeur de prendre la fuite. C'est limite s'il sort pas l'excuse du « Qui ça, moi ?» Ah non, vous vous trompez, ça devait être mon frère jumeau maléfique. Moi j'ai... I had nothing to do with a shooting in this club. I feel terrible that people were hurt that night. I'm positive in the next couple of days, the truth will come out. Bizarrement, pendant cette période, il donne aussi l'impression qu'il prend ses distances avec Shyne, puisqu'il ne le mentionne jamais. Quand les journalistes lui posent des questions à son sujet, il est très évasif. Il y a même des rumeurs plus ou moins avérées comme quoi il aurait tenté d'empêcher la sortie de son premier album. Mais surtout, Didi va faire un move plus que suspect, étant donné que pour les défendre, Wolf et lui, il embauche 2 avocats qui sont réputés comme étant des giga cracks, alors que Shyne, lui, il sera représenté par 2 autres avocats qui ont déjà travaillé pour Didi et Bad Boy Records dans le passé. Ouais, là, normalement, tu captes que on va peut-être te la faire à l'envers. Sauf que le truc, c'est que Shyne, à ce moment-là, il a seulement 21 ans. Dans son esprit, Didi, ça reste son gars. Même s'ils ont plus de contact et que visiblement, on est dans une logique de chacun pour soi, il réalise pas l'ampleur de ce qui est potentiellement en train de se tramer dans son dos. En plus de ça, il est pas mal occupé par la sortie de son premier album prévu pour septembre 2000. Now tell me who wanna fuck with us? Ashes to ashes, dust to dust. I bang and let you fucking. What type of nigga fly Bentley cool? Bad boy, aim for the sky, cop the shit, then shoot. Hustler,
Bad motherfucker, Brooklyn to the Rucker, Cali and back, 100 carats in the watch. That's gangsta. Getting skulled up in the parking lot. That's gangsta. In front of Gucci in the winter, I seen you with your girls walking in your chinchilla. On the telephone, she heard my voice. Tell me to pick her up in my Rolls Royce. Un projet qui d'ailleurs marchera plutôt bien. À base de disques d'or, 5ème place du top album américain, près de 160 000 exemplaires vendus en première semaine. Mais bon, malheureusement pour Shyne, son succès va être de courte durée, puisque quelques mois plus tard, son procès et celui de Diddy et Wolf s'apprêtent à débuter devant les yeux du monde entier. Et vas-y, ça va être un carnage. On est le 29 janvier 2001, journée qui marque le début du long procès qui les attend. Shyne risque jusqu'à 25 ans de prison, Diddy et Wolf encourent jusqu'à 15 ans. Durant plusieurs semaines, l'accusation et la défense vont se relayer tour à tour à la barre, et au fil des témoignages, on découvre dinguerie sur dinguerie. Une troisième arme aurait notamment été retrouvée dans la rue, supposément balancée par la fenêtre de la voiture où se trouvaient Diddy, Jennifer Lopez et Wolf pendant la course-poursuite. Leur chauffeur affirme également que Diddy était bien armé cette nuit-là, et qu'il lui aurait proposé 50 000 $ pour qu'il déclare à la police que l'arme retrouvée dans la voiture était la sienne. Une proposition qu'il aurait même réitérée implicitement dans un message vocal. Scar, vous savez, le mec qui a un nom de méchant de dessin animé, mais qui pour le coup est vraiment méchant et avec qui Diddy s'est embrouillé le soir de la fusillade, bah il est pas présent lors du procès parce qu'il est persuadé que sa tête a été mise à prix. Je vous laisse imaginer par qui. En plus de ça, des relevés téléphoniques montrent que Diddy serait entré en contact avec 3 témoins clés de cette affaire, supposément pour les acheter. Et devinez quoi? Ces 3 témoins vont bien évidemment tous témoigner en sa faveur, en déclarant que Diddy n'avait pas d'armes sur lui cette nuit-là. Ouais, c'est probablement juste une coïncidence. Clin d'œil. Ça n'empêche que ces déclarations contredisent le témoignage d'une personne extrêmement importante dans cette histoire, Natania Ruben, la femme qui tragiquement a été touchée au visage pendant la fusillade. Elle affirme avoir vu Diddy et Shyne ouvrir le feu et que c'est Diddy qui a tiré dans sa direction. Elle ira même jusqu'à proposer qu'on retire des fragments de balles toujours logés dans son crâne pour réaliser des analyses balistiques approfondies. Mais pourtant, malgré tous ces éléments, les avocats de Diddy sont apparemment beaucoup trop chauds et par on ne sait quelle sorcellerie, ils réussissent à semer le doute dans la tête des jurés. De son côté, Shyne, lui, c'est pas du tout la même ambiance. Et c'est compliqué. I went to the judge like 3 times complaining about inefficiency with my lawyers. Witnesses be on the stand, they would ask them 2 questions that didn't make sense and then sit down. Il se trouve qu'en plus, probablement suite au conseil de ses avocats, il adopte une stratégie totalement différente, étant donné qu'il plaide la légitime défense en déclarant avoir ouvert le feu pour sauver sa vie et celle de ses amis. D'après lui, lors de l'altercation cette nuit-là, Scar et son équipe les auraient menacés de mort et l'un d'entre eux aurait sorti une arme. Sauf que, malheureusement pour Shyne, cette stratégie de défense, c'est pas forcément le meilleur move. Surtout que vous voyez les 3 témoins clés que Diddy aurait supposément achetés dont j'ai parlé plus tôt. Bah, il y en a une qui va pas seulement déclarer que Diddy n'était pas armé, elle va aussi affirmer à la barre que c'est Shyne tout seul qui a ouvert le feu dans la boîte. Voilà, au moins, comme ça c'est clair, Diddy, il joue pas dans la même équipe que lui, il joue même contre lui. Et pour beaucoup, dont Shyne, c'est ce témoignage en particulier qui va sceller son sort. Like, how do you call a witness to testify against your comrade? This woman was the most damaging witness of any witness. She was worse than the prosecution's witness. You don't have to hold my hand. You don't have to do nothing, but don't try to hurt me. The prosecution is saying I'm this belligerent, reckless, and then my co-defendant is saying the same thing. That was it. Le 16 mars 2001, après plusieurs longues semaines de procès, le verdict tombe. Diddy et Wolf sont acquittés alors que Shyne est reconnu coupable d'agression, mise en danger de la vie d'autrui et port d'armes illégales, crimes pour lesquels il écopera de 10 ans de prison. Et forcément, après ça, c'est humain. Tu t'attends à ce qu'il se laisse consumer par le sentiment d'injustice et la haine qu'il éprouve envers Diddy.
Ok, il sortira de prison dans 10 ans, mais la probabilité qu'il reste bloqué sur cette histoire pour le restant de ses jours, elle est immense. Sauf que c'était sans compter sur notre gars Shyne, qui aujourd'hui est dans une position que personne n'aurait pu imaginer. Je vous le dis d'avance, vous n'êtes pas prêts. On est littéralement sur un scénario digne d'un film hollywoodien. Cette période d'incarcération, elle a bien évidemment été dure pour Shyne, mais aussi sa famille. I never used to like to go visit him. I get sick. I throw up and I couldn't deal with it. Paradoxalement, sur le plan musical, il devient limite encore plus populaire qu'avant, et il aura le droit à la visite de nombreux poids lourds de l'industrie comme Jay-Z, Dr. Dre ou Irv Gotti, qui cherchent à le signer sur leur label. Parce que oui, même si 10 ans c'est long, beaucoup voient en lui le potentiel d'un retour triomphant dans la musique quand il sera libéré. En 2004, alors qu'il est toujours derrière les barreaux, il signe d'ailleurs chez Def Jam, un gros label américain appartenant à Universal, pour 3 millions de dollars. Sauf que, au moment de sa libération fin 2009, même si Shyne il a pour ambition de reprendre sa carrière musicale où il l'avait laissée, ça va être plus compliqué que prévu puisqu'il est immédiatement renvoyé au Belize. Shyne Jamal Barrow is back in Belize. He was met by family, fans and the media. La raison, elle est simple. Depuis son arrivée aux États-Unis quand il avait 9 ans, ni sa mère ni lui n'ont entamé les démarches pour qu'il obtienne la citoyenneté américaine. Et comme il a maintenant un casier criminel, les autorités décident de le renvoyer dans son pays natal avec l'interdiction de revenir sur le territoire américain. Bon, au cas où vous auriez encore un doute, les States, ils rigolent vraiment pas avec ça. Ça n'empêche que Shyne, il va s'accrocher à son rêve de se relancer dans la musique pendant quelques années. Mais en 2013, il finit par se rendre à l'évidence qu'il est temps pour lui de raccrocher le micro. Et même si sur le moment, ça a été dur à accepter, d'après lui, c'est la meilleure décision qu'il ait prise de sa vie, étant donné que durant les années suivantes, il va marcher dans les traces de son père, en s'impliquant de plus en plus dans la politique au Belize. En 2020, il est élu député et dans la foulée, il prend la tête du Parti démocrate bélizien, devenant par la même occasion le chef d'opposition à l'Assemblée nationale. Et c'est pas tout, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, Shyne ambitionne de se présenter aux élections de 2025 pour devenir le nouveau Premier ministre du Belize et servir du mieux qu'il peut le peuple bélizien. Et visiblement, il est plus déterminé que jamais. I'm not focused on what anybody did to me. I'm not focused on, how that may have devastated me. I am completely focused on my responsibility to transform Belize. Je remercie une nouvelle fois Allskern, le partenaire de cette vidéo. Avec le code Castor, bénéficiez de moins 15% de réduction sur leur site, tout en soutenant mon taf en passant par le lien dans la description. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à aller regarder celle-ci dans laquelle je te raconte pourquoi des gens sont prêts à lâcher des millions de dollars pour un album de rap, ou celle-là qui explique pourquoi Shiloh Dynasty s'est volatilisée alors qu'elle avait la possibilité de devenir une gigastar de la musique.